La TVT au cœur de l'information. Le gouvernement a opté pour le développement de pôles de transformation agricole selon l'approche chaîne de valeur en vue de l'amélioration de la productivité. Atteindre la sécurité alimentaire, c'est une ambition à réaliser. Le ministre en charge de l'agriculture était hier sur le terrain pour voir, apprécier et mesurer l'étendue du travail à abattre, à suivre dans un instant. Les murs de la clôture de l'Université de Lomé ont un nouveau look. Ils sont joliment peints. Des fresques pâlissent la clôture. Elle véhicule 1000 messages à suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'intensification du matériel végétal amélioré, une réponse pour accompagner les producteurs en ces périodes où la pandémie au nouveau coronavirus sévit. Et pour le ministre en charge de l'Agriculture, c'est l'occasion d'améliorer substantiellement les revenus des producteurs et les amener à booster leur rendement. Vous allez l'entendre, il était hier au Centre de recherche agronomique du littoral de l'ITRA. Les précisions avec Antoinette Omar-Vovor. Des boutures de manioc, du maïs et bien d'autres échantillons de spéculation à mettre à l'actif des chercheurs du Centre de recherche agronomique du littoral de l'ITRA. Ces variétés performantes de semences, graines ou de plants développées à Thiévier sont destinées à accroître le rendement des petits producteurs pour l'amélioration de leurs revenus. Le gouvernement veut miser sur le matériel végétal amélioré pour aider les petits producteurs à vivre pleinement de leurs activités. Nous sommes venus au centre de recherche du littoral où se développe la production des boutures de manioc, de semences de maïs et de riz, afin de constater la disponibilité de matériaux génétiques améliorés pouvant répondre aux besoins des agriculteurs. Donc c'est l'occasion ici de féliciter l'ITRA pour la qualité des travaux et la mise à disposition des producteurs de parcs à bois. La crise sanitaire n'épargne aucun secteur d'activité. Le gouvernement compte sur le secteur agricole pour juguler les effets de cette crise sur l'économie nationale. Sur le terrain, le ministre en charge de l'agriculture exhorte et encourage ses chercheurs à s'activer pour mettre leurs connaissances au service du développement. Ceci afin de répondre aux besoins des industriels en matière de transformation. Aussi, les agriculteurs pourront-ils bénéficier de ces semences améliorées pour accroître leurs revenus. Et vous le savez, le gouvernement s'est engagé à développer des pôles de transformation agricole. L'idée est de réduire et surtout inciter les jeunes entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs. C'est dans cet esprit que Noël Koutera-Bataka, ministre en charge de l'agriculture, s'est rendu à l'usine de transformation de poulets fleurs des champs dans l'Avé. Il y était pour encourager les promoteurs et surtout apprécier les normes de production et de transformation. Nous retrouvons Antoinette Omar-Vovor. C'est une unité de transformation de poulets frais et fumés prêts pour la consommation. Logée dans la préfecture de l'Avé, Fleurs des Champs commercialise ses produits sous le label Midoum. Mangez-moi en français. Cet espace de traitement et de production de volailles respecte toutes les normes sanitaires dont les mesures barrières contre le Covid-19. Environ 15 000 poulets fumés et 24 000 poulets frais sont produits ici par mois. Nos poulets sont abattus à l'abattoir du CERSA à l'université et convoyés vers ici. Donc ici, on ne fait que de la transformation en découpe
les ailes, les cuisses, les dos, les pattes, etc. et du poulet fumé. Nous sommes un des rares au Togo à pouvoir prouver la traçabilité de nos produits depuis l'œuf jusqu'au poulet, au produit fini. À l'instar de cette unité, le gouvernement mise sur les pôles de transformation agricole pour assurer l'indépendance alimentaire du pays et créer davantage d'emplois. Ce, afin d'atteindre l'objectif de l'axe 2 du Programme national de développement PND, celui d'arriver à une transformation structurelle de l'économie nationale. Ce qui justifie d'ailleurs la présence du ministre en charge de l'agriculture sur ce site. Cette unité qui matérialise la mise en œuvre concrète des pôles de transformation agricole, parce que installé dans le bassin de production, constitue un agrégateur, est bien entendu soutenu par le gouvernement qui crée toutes les facilités administratives, les services vétérinaires, accompagne le promoteur pour le mettre aux normes, pour certifier la qualité des produits. Le MIFA a accompagné le promoteur en assurant le crédit pour l'investissement qui vient d'être réalisé. De l'abattage à la transformation des poulets, cette unité contribue à la promotion de l'élevage et de la consommation locale. Elle joue ainsi sa partition dans la limitation de l'importation des produits carnés. Et donc, je vous le disais, la création de pôles de transformation agricole a pour but donc de réduire significativement la pauvreté. Amélioration de la productivité agricole au Togo, l'université de Kara joue sa partition. Il y a un peu plus d'un an, elle a mis en place une unité de production des huiles essentielles dénommée Agropole Gingembre. À quoi servent les huiles essentielles? Quels peuvent être leurs impacts sur l'économie? Nestor Mouzou. À partir de l'axe 1 de son plan stratégique décennal 2014-2024, qui est de renforcer son ancrage dans son environnement socio-économique, l'Université de Kara a initié un projet en vue de la diffusion de la technologie d'extraction des huiles essentielles issues des plantes aromatiques. C'est ainsi qu'elle a ouvert une unité de production dénommée Agropole Gingembre ou AgroGinja KU. Le concept d'Agropole Gingembre n'est pas fondamentalement différent de la notion classique d'Agropole. En ce sens qu'il met en symbiose les trois maillons classiques d'un agropole: production, transformation et commercialisation. La production de l'huile de gingembre, activité phare de l'agropole, suit un processus minutieux afin d'obtenir une essence de qualité. Elle part de l'achat du gingembre auprès des producteurs jusqu'à l'extraction. Nous pouvons résumer la production de l'huile essentielle du gingembre en trois phases. Premièrement, les activités de lavage et de broyage du gingembre. Ensuite, la phase proprement dite de l'extraction de l'huile essentielle, où le broyage du gingembre est introduit dans une cuve contenant des récipients à forte réagir par lesquels il y aura diffusion de vapeurs d'eau venant d'une chaudière. Ces vapeurs d'eau chargées de molécules volatiles de l'huile essentielle vont passer par des sympatins qui se trouvent dans notre cuve appelée réfrigérant. Ces vapeurs vont se liquéfier et donner un liquide à deux phases non miscibles, l'eau et l'huile essentielle qui seront recueillies dans un ustensile. À la fin, la dernière phase est la séparation de l'eau et de l'huile essentielle. L'huile essentielle étant plus légère que l'eau va surnager et sera recueillie dans des bouteilles spécialisées. La filière des huiles essentielles a été ciblée parce que ces huiles sont particulièrement prisées et recherchées sur le marché international grâce à leur utilisation dans plusieurs domaines. Le prix d'un litre peut aller jusqu'à 1 500 €. Une huile essentielle est un liquide non miscible à l'eau, extrait d'une plante et renfermant des composés aromatiques. Ces composés sont des molécules naturelles synthétisées par la plante et stockées dans des organes spécifiques. Les huiles essentielles sont utilisées dans plusieurs domaines. Dans l'industrie des cosmétiques, elles sont utilisées dans la fabrication des parfums, des savons et d'autres produits. Dans l'industrie alimentaire, elles sont utilisées pour rehausser le goût des aliments et pour la conservation. En médecine, elles peuvent être directement utilisées comme agents thérapeutiques ou utilisées dans la synthèse des principes actifs. En agriculture, elles sont utilisées comme pesticides
herbicides dans la lutte contre les ravageurs des cultures. Les huiles essentielles font partie aussi des produits d'entretien et de nettoyage. Les différentes activités menées au sein de l'agropole gingembre ont un impact sur l'économie locale et nationale. Avec l'organisation et la structuration des producteurs autour de ce projet d'agropole gingembre, ça permet aux producteurs d'accroître leurs revenus, leur capacité de production d'abord, et d'avoir un revenu stable à travers le projet de l'agropole gingembre. Ensuite, ça permet aux collectivités locales par le système de taxation et de perception de taxes auprès de ces producteurs-là, d'accroître également leurs recettes fiscales et donc d'avoir plus de ressources pour contribuer au développement de leur milieu, pour contribuer à la fourniture de services socio-économiques à leurs résidents. L'année passée, comme c'était les tests qu'ils faisaient, il nous a pris 2500 kilos. Cette année aussi, ils ont déjà pris 2000 et la première vague. Et maintenant, la deuxième vague, ils nous ont proposé 1500. Ce sont les 1500 qu'on est en train de fournir maintenant. En termes de chiffres, entre mars et mai 2020, nous avons dépensé 2 500 000 dans l'achat de gingembre. Et ceci constitue pas mal de revenus pour les producteurs. Un tel projet innovant pour réussir a besoin de partenaires. Certes, l'agropole gingembre de l'Université de Kara a un certain nombre de contacts, mais d'autres sont attendus. À côté de la production de l'huile de gingembre, cette unité produit aussi des huiles issues des basiliques, de citronnelle, d'eucalyptus et de la verveine des Indes. À terme, AgroGinja KU prévoit le transfert de la technologie aux producteurs de gingembre dans les régions productrices. Direction Kparataou, le mouvement Alliance Paysanne du Togo a reçu un soutien de la FAO afin de produire des milliers de plants à haute valeur économique pour les ONG et associations. Le projet vise à renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Désiré Aloy. Œuvrer à la protection environnementale est un engagement de tous. ONG et associations sont dans la danse. Et Sowavako à Kparatao dans Tchaoudjo, une structure qui à la base contribue en mettant à la disposition des populations des plans de reboisement. Aujourd'hui, la ferme Albarka à Tchavadi dans Tchaoudjo et l'association Akidjetan à Sourtaoui dans Tchamba bénéficient des plans avec le soutien de MAPTO, Mouvement Alliance Paysan du Togo, appuyé par la FAO. Des besoins exprimés pour participer à la reconstruction du couvercle végétal dans leurs milieux respectifs. Nous sommes dans la transformation des produits agricoles et surtout la carité. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous plantons nos arbres. Nous allons bien ramasser les noix sans problème et avoir la matière première surtout à n'importe quel moment parce que nous allons stocker beaucoup. Et notre souhait, c'est que nous puissions vraiment entretenir ces plants pour pouvoir récolter ça un jour. Nous prétendons surtout aussi l'environnement parce que nous sommes aussi les destructrices de fabrication de charbon, ce qu'on sonne là. Et si nous entretenons, nous verrons l'importance de ces arbres et nous n'allons plus détruire. Ces structures sur place ont bénéficié des conseils utiles pour mieux entretenir ces plants à valeur économique. Aujourd'hui, c'est déjà un pas. Parce qu'il existe encore des besoins à satisfaire. Le plus important n'est pas d'avoir le plan à mettre en terre, mais c'est de prévoir qu'est-ce qu'on va faire après la mise en terre avant de prendre le plan et le mettre en terre. Et donc c'est un conseil fort que nous donnons aux producteurs, aux membres des OPFA pour dire mettre le plan en terre c'est bon, mais veiller à sa croissance et à sa protection c'est l'idéal. En vue de mettre le paysan au centre donc des actions de reboisement, donc des actions d'atténuation face aux effets des changements climatiques, nous avons fait produire un certain nombre de plans en améliorant donc la capacité de production de la coopérative dans laquelle nous sommes pour avoir disponibilisé les plans au niveau des différentes coopératives qui vont elles-mêmes dans leurs champs et dans les forêts communautaires contribuer à l'enrichissement ou au résumé de ces espaces. Ceci dans le cadre de la restauration de ces paysages forestiers.
À Tchavadé, l'exemple est donné. Les plants à haute valeur économique anacarde, néré, tamarin, karité et moringa, aussitôt enlevés, sont mis en terre. Comme les autres, l'ONG Albarka s'active donc en jouant sa partition dans la protection environnementale et la croissance économique. Les plants qu'on a reçus, c'est 1500 de moringa, qui est riche en vertus nutritionnelles et thérapeutiques, et néré, karité et tamarin, qu'on connaît aussi leurs vertus. Et maintenant aussi, c'est pour protéger l'environnement, créer de l'agroforesterie, c'est créer de la richesse. Nous avons suivi sur le terrain pour pouvoir suivre, parce que aujourd'hui nous avons mis en terre, il faudrait qu'on l'entretienne. Donc nous connaissons déjà les lieux et nous allons suivre pour que l'entretien puisse être effectif. Il est question de renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Le Togo contribue à réaliser un rêve, celui de reboiser 1 400 000 hectares d'ici à 2030. Un quota de 100 millions d'hectares AFR 100, projet à matérialiser en Afrique au cours de la même période. Après 30 années de vie, le cacaoyer a besoin d'être coupé au pied en vue de sa régénérescence. On parle du récépage. Cette technique, plusieurs producteurs l'ont appliquée dans leurs champs avec des résultats satisfaisants. Nous vous proposons le témoignage d'une union de coopératives dans l'amour avec Ekwesala. Les champs récépés comme celui-ci, on les évalue à 507,5 hectares ici à Amoublo. 27 coopératives de l'Union Amou-Sud ont vite compris l'enjeu de cette pratique et l'ont adoptée depuis 2015. Comme résultat, elles ont vu leur rendement amélioré. Depuis 2015, l'unité technique Café Cacao UTCC Palimé nous a accompagnés avec notre fédération pour les opérations de récépage. Les plantations ont repris vie après l'opération récépage. Et secondo, ça a aussi donné l'augmentation de la production. Et cette opération, tout juste, ça vient améliorer la condition de vie des producteurs. Nous avons réalisé que, comme les gens ont récépé beaucoup, les premières années, deuxième année, la production peut diminuer. Maintenant, après 3 ans, on réalise que ça peut augmenter. Si les plantations récépées doivent réjaillir bien, ça doit augmenter. Donc en 2018, nous avons fait 444 tonnes et quelques. Dans la relance de la filière café-cacao, le gouvernement accompagne les producteurs à travers la subvention de l'engrais. Dans la localité, cet accompagnement a beaucoup servi aux producteurs. Quand vous récipez un hectare, on vous subventionne de 50%. Ça veut dire que dans un hectare, vous avez droit à 4 sacs. Et l'État paie 2 sacs. Et en tant que producteur, vous participez de 50%. Nous avons reçu du PASA et 107 tonnes, 52 kilos d'engrais. Donc c'est ça que nous avions utilisé depuis 2015 jusqu'à ce jour. L'Union Amou-Sud regroupe 30 coopératives de producteurs de café-cacao. Depuis 2015, 550 de ses membres ont fait rajeunir leur plantation. L'unité technique Café Cacao veut faire des producteurs de véritables entrepreneurs agricoles. Dans l'Amou, par exemple, une vingtaine de producteurs s'est constitué en coopérative afin de bénéficier de cette opportunité. Une partie des parcelles de cette coopérative est aménagée pour accueillir les premiers plants de café. Nous retrouvons Ekwesala. Sodozio, dans la préfecture d'Amou, au pied de cette montagne, un demi-hectare en préparation pour la culture du café. L'espace appartient à la coopérative Pouedéou. On a défiché tous nos champs et on a fait le piquetage et tout est prêt. Maintenant, on va seulement de prendre les plants pour mettre. La coopérative entend produire le café sur plus de 15 hectares. Elle est aidée par l'unité technique Café Cacao de l'ICAT dans l'élaboration d'un plan d'affaires. Nous avons pu susciter la construction de pépiniéristes professionnels pour produire des plants. Maintenant, quand eux ils vont produire des plants, il faut d'autres coopératives ou d'autres entrepreneurs pour consommer ces plants. Avec eux, nous avons constitué la coopérative et nous avons conduit la coopérative pour qu'elle puisse avoir son immatriculation, sa reconnaissance officielle. Et maintenant, par rapport
à leurs prévisions. Donc nous avons collecté les besoins qui nous ont permis maintenant d'élaborer avec eux un plan d'affaires. Donc aujourd'hui, leur plan d'affaires comporte 15 hectares pour les 24 membres. Pour les 15 hectares, ils ont besoin d'un montant de un peu plus de 33 millions et leur contrepartie, c'est plus de 4 500 000. Le plan d'affaires est déjà au niveau de MIFA, même au niveau de l'institution qui va financer. En attendant que le crédit leur soit accordé, les membres de la coopérative auront dans quelques jours les plans des pépiniéristes professionnels pour leurs champs. L'eau potable par les communautés rurales pour poursuivre cette édition. Il y a 6 ans, le gouvernement a reçu du soutien financier de la Banque islamique de développement pour réaliser le projet intitulé BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Il est prévu de desservir d'ici à 2021 au moins 150 000 personnes des zones rurales et semi-urbaines, des régions centrales Kara et des savanes. Dans le dossier qui suit, Tchazina Baga nous fait découvrir certaines activités réalisées dans le cadre de ce projet. Ce geyser est la promesse d'une eau potable pour les populations de Kanteta dans la préfecture de l'Akéran. Avec l'arrivée de cette eau de bonne qualité, c'est tout un programme de développement qui sera mis en branle dans la localité. En effet, le projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Togo, qui installe ce forage, veut favoriser la création de pôles de croissance socio-économique autour des infrastructures réalisées. Les pompes que nous utilisons, pompes hydrauliques villageoises, nous ne prélevons pas plus de 2 mètres cubes par jour. Alors qu'il y a des forages dont les débits atteignent les 20 mètres cubes heure, le reste de cette eau-là est toujours resté en bas. Donc, c'est ça qu'on est en train d'expérimenter pour que les populations qui sont autour parviennent à exploiter cette eau-là pour l'irrigation, la pisciculture et pourquoi pas d'autres activités encore qui sont dont l'eau est à la base du développement. On est en train d'aménager un certain nombre d'hectares pour pouvoir expérimenter l'irrigation à base de cette eau de forage, le surplus de forage qu'on est en train de produire. Au total, ce sont 106 forages à pompe à motricité humaine et 31 mini-adductions d'eau potable équipées de panneaux solaires qui sont prévus dans le projet BID UEMOA. C'est dire que 137 communautés reparties dans les régions centrales de la Kara et des savanes seront impactées dans leur vécu quotidien avec des améliorations significatives dans leurs conditions de vie. Il n'y a pas de développement, surtout rural, sans eau. Nos populations cultivent et l'objectif même, c'est de disposer de l'eau en quantité suffisante pour parvenir à le faire. Parce que si on perd tout le temps pour aller chercher cette denrée rare, on n'a plus le temps d'aller s'occuper de ces activités génératrices de revenus. Donc, le temps pour nous d'aller prendre de l'eau désormais réduit. Les hommes peuvent aller au champ. Aujourd'hui, les femmes aussi ont des parcelles qu'elles cultivent. Laisser ces champs et aller à la recherche de l'eau, je pense que avec aujourd'hui cette multiplication de ces points d'eau, c'est ce qui est déjà résolu. Les femmes n'ont plus à aller faire cette corvée d'eau, mais elles vont consacrer le reste du temps pour pouvoir aller s'occuper, vaquer à d'autres occupations pour avoir ne serait-ce améliorer le quotidien à travers les activités génératrices de revenus. À cause du manque d'eau, les filles restent à la maison pour pouvoir aller puiser, mais aujourd'hui, c'est un problème qui est résolu. Les filles, au même titre que les garçons, vont aller à l'école. L'autre volet du projet BID UEMOA, c'est l'assainissement. Ici, il est prévu la construction de 2250 latrines communautaires dans les 3 régions bénéficiaires à travers l'approche assainissement pilotée par les communautés. Sur le projet, on a déjà réalisé 62 latrines familiales dont les travaux sont quasiment totalement achevés et 4 lots même ont été réceptionnés déjà sur 6 lots. Il y a une deuxième phase qui concerne 2250 latrines communautaires. Donc là, nous allons aider les communautés à la construction de ces latrines.
Donc le dossier d'appel d'offres est finalisé. Donc dans les tout prochains jours, nous allons pouvoir lancer l'appel d'offres là. Le projet BID UOMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Togo est une initiative du gouvernement. Il bénéficie de l'accompagnement de ses partenaires à travers un mécanisme innovant dit triple gagnant, où la Banque islamique de développement BID fournit le financement pour l'exécution des travaux sous forme de prêt. L'UOMOA prend en charge la marge bénéficiaire de ce prêt et le Togo se charge du remboursement du prêt principal. Coût global du projet, 6 milliards 860 millions de francs CFA. Le long de la clôture de l'université de Lomé, je vous le disais en titre, nous vous en parlions il y a quelques semaines. Ce sont des fresques aux 1000 couleurs et aux multiples messages dévoilés ce vendredi. Un chef-d'œuvre architectural des étudiants de l'EAMO, une initiative de l'université de Lomé. Ekwesala. Il y a de cela quelques semaines, les travaux étaient encore en cours. Sur ce mur de l'université de Lomé, une dizaine de jeunes de l'EAMO avaient le cœur à l'ouvrage. 2 mois après, les résultats sont fulgurants. Cette partie de la clôture nord de l'université de Lomé, ornée de fresques. En filigrane, l'indépendance du Togo. Des hommes ont mené des luttes, des hommes, des femmes, au prix de leur vie. Ils ont coulé leur sang et aujourd'hui nous avons cette liberté, cette paix, cette indépendance. C'est ça que nous avons essayé d'immortaliser sur cette clôture. Récemment a été célébré le 60e. Donc c'était ça qui a été immortalisé ici. Encadré par des soldats qui portent et brandissent très haut le drapeau de la nation togolaise. L'idée n'était pas juste de transmettre la beauté, mais c'était aussi de sensibiliser. C'est pourquoi nous avons parlé d'écologie, soulever des thématiques qui sont d'actualité. L'objet de cette œuvre, c'est aussi de mettre en valeur les matériaux que nous avons déjà au Togo, tout en mettant en valeur les artistes. Donc on a utilisé du pneu, on a utilisé des papiers plastiques, etc. Mais aussi au niveau des peintures, on a utilisé les peintures qui sont fabriquées localement et qui sont vraiment de longue durée. Donc ça va aussi permettre de pérenniser l'œuvre. Au-delà de l'aspect artistique de ces arabesques, s'exprime un véritable projet socio-économique. Il est porté par la commune Golfe 3. Nous avons jugé bon d'initier ce projet qui permettra non seulement d'embellir les murs, de doter la commune des parcours touristiques, qui est derrière aussi un projet économique, parce que qui dit tourisme fait venir des étrangers, fait la promotion du pays. Par la suite, on pourrait éventuellement penser à mettre à travers notre partenariat avec la Chambre de commerce des spots ici où on peut se restaurer ou développer d'autres activités indirectes derrière. L'initiative a gagné le cœur de l'université de Lomé. Les responsables de l'institution l'associent à 3 fondamentaux: le beau, la décentralisation et le progrès. Le travail se conjugue aussi au beau. Et l'université de Lomé incarne à travers la République le beau et qui magnifie le travail autant intellectuel, manuel que spirituel. La République ne tue pas la décentralisation parce que vous avez un maire qui nous démontre que la décentralisation n'est pas derrière nous mais devant nous. La République ne tue pas le progrès parce qu'au fond, qu'est-ce que nous proposons à nos concitoyens? Le travail, l'avenir et le beau. Et c'est ce que la mairie, Golfe 3 et l'université à travers la République proposent à nos concitoyens. Protection de l'environnement, engagement citoyen, vivre ensemble. Le ministre en charge des droits de l'homme, présent sur les lieux, adhère au projet. Il y était au nom du chef du gouvernement. Sur une partie d'un mur accessible à tout le public, avec des engagements citoyens forts. J'ai cité la devise du Togo. Le travail libère la patrie. Ça nous a donné travail, liberté, patrie. Je crois que ça s'explique tout seul. De dire que notre ville doit être propre. Ils ont mis en exergue une partie qui montre que les ordures ménagères sont de l'ordure dans notre pays. Et à quelques kilomètres,
de la fresque se trouvent des entreprises togolaises qui vous achètent, ils ne vous demandent pas gratuitement, vos ordures ménagères. Il y a une conscience citoyenne qui se développe. Et il me semble que les fresques ici nous rappellent que la citoyenneté n'est pas gratuite. On peut améliorer son cadre de vie tout en gagnant quelque chose. Donc il y a une relation gagnant-gagnant. Ce n'est qu'une partie du projet. Les fresques seront réalisées sur une grande partie de la clôture de l'université de Lomé pour la rendre plus attractive et attrayante. Je vous donne la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 4 juillet 2020, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 676, 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 432, 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 229. Le nombre de décès est de 15. Un nouveau décès depuis hier. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mjiawa. Le virus circule toujours. On recense dans le monde plus de 11 millions de cas et plus de 526 décès au Covid-19. L'OMS alerte sur l'aggravation de la pandémie dans le monde. Comment ce virus se manifeste-t-il et comment le prévenir? Suivez. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Faites attention à ce méchant virus qui n'est pas encore vaincu. Coucou spécial à ceux et à celles qui donnent de leur temps pour sauver les malades du Covid-19. Prenez soin de vous, gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit.